Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré certainement sur ce même sujet dont on a parlé tout à l'heure, la momification, les secrets de la momification, le secret millénaire des Égyptiens, encore d'actualité. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Hazem Badawi, qui est expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour, Monsieur Hazem. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, la momification, c'est le secret millénaire, je dirais, des Égyptiens. Quelle était leur recette qui leur permettait de conserver les corps pour des milliers d'années? Alors, merci d'abord de m'appeler pour parler dans ce sujet-là. Et bien sûr, nous savons nous tous que la dogme des anciens Égyptiens, c'était la vie éternelle après la mort. Ça veut dire, la mort pour eux, c'était le début de la vie et jamais la fin de la vie. C'est ça la raison pour laquelle que depuis la nuit des temps, depuis même l'époque des fondateurs des pyramides, même avant les pyramides, l'Égyptien a essayé de conserver le corps de différentes façons. Et la perfection de cette conservation était découverte au Nouvel Empire, le Nouvel Empire qui date depuis 1500 avant Jésus-Christ, là où on entend les noms des rois qui résonnent dans les oreilles, comme Toutankhamon, Akhenaton, Ramsès II, Néfertari, Néferti, etc. Alors là, les experts et les archéologues ont trouvé la perfection de la momification. Ça veut dire les corps qui sont vraiment intacts étaient au Nouvel Empire, même à la période tardive de chute, c'est-à-dire vers les 1000 ou 1100 ou vers les 900 aussi avant Jésus-Christ, là où les corps étaient vraiment intacts. La façon de la conservation de la corps, des corps en principe était un droit pour tout le monde, pas juste pour la catégorie royale, parce que comme on sait nous tous que les anciens Égyptiens étaient divisés en trois catégories. Catégorie royale, ensuite les élites et les hôtes de marque, les nobles, les prêtres, etc. et les gens normaux. Les ouvriers. Il y avait deux façons de momification royale et momification des gens normaux. Vous voulez que je parle des deux façons, ou de chaque façon à part, ou je parle des deux? Il y a une vraie différence entre les deux? Ah bien sûr, parce que la façon royale ou des nobles, ça c'est la façon pour les gens qui ont le moyen de financer ce projet-là. C'est-à-dire, pour momifier un corps royal ou un corps de noble, il fallait le traiter d'une façon chimique, comme il faut, c'est-à-dire extirper le cerveau, vider le ventre complètement et attendre 40 jours pour faire le nettoyage, ensuite bourrer le ventre par des produits comme des épices et une sorte de plante qui s'appelle la queue de chat, là où ça ce qui pousse maintenant aux rives du Nil, comme on le sait nous tous, on a vu quand nous étions gamins, on jouait avec cette sorte de plante-là, bref. Ensuite, il repoussait le ventre et il enduisait le corps par une couche comme le formol, qui s'appelle natron. Ensuite, il protégeait les extrémités comme les doigts, les orteils, par des couverts en or, notamment le visage, comme on a vu la découverte magnifique du XXe siècle de la tombe de Toutankhamon. Il y a son célèbre masque, qu'on le sait nous tous, qui se trouve au musée égyptien, et les droitiers et des pectoraux et des amulettes comme vous venez de passer dans votre reportage maintenant. On a vu des petites amulettes comme ça, tout ça était dans le corps. Ensuite, il emballait le corps par des bandelettes en laine. Ça, c'est la façon royale, j'ai expliqué en bref. D'accord. Tandis que la façon des gens normaux, ça, les gens qui n'avaient pas le moyen de faire tous ces traitements chimiques qui coûtaient bien sûr une fortune, il faut bien savoir que l'argent ou les sous, l'espèce, n'était jamais connu avant la période gréco-romaine, 332 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'était quoi le somme? C'était une sorte de sel qui s'appelle sel de natron. Ça, c'est le sel qui conservait les corps, surtout les corps royaux ou du couche des nobles, comme je dis, couche numéro 1 et couche numéro 2, dans la société, bien sûr. Tandis que pour les gens, comme vous voyez maintenant sur la photo, il y a les bandelettes de laine et tout ça, c'est la modification à la perfection. Les traitements chimiques, comme je viens d'expliquer. Tandis que la façon des gens normaux, ça ce qu'on voit là, c'est l'armée de Ramsès II que vous le voyez à ce propos maintenant. Donc je reviens de nouveau. Les gens normaux, ils le mettaient dans des endroits secs complètement, là où il n'y a plus d'humidité.
Et l'État égyptien a trouvé, depuis plus qu'une cinquantaine d'années, des corps très très bien conservés, avec la peau, les cheveux, et déshydratés complètement, Oui. dont les oasis comme Siwa, comme vous venez de passer dans votre reportage, maintenant vous avez mentionné à ça, des endroits complètement secs, il y a zéro humidité. Là, ça c'est les corps déshydratés. Donc ça, ce sont les deux façons différentes. La façon royale et la façon des gens normaux. Et si les touristes vont un jour visiter certaines tombes dans la rive ouest, les tombes des nobles surtout, ils vont voir comment les ouvriers, ils faisaient des lignes comme ça pour toucher leur salaire. Leur salaire, c'était quoi? Comme je viens de vous dire maintenant, l'argent ou l'espèce n'est jamais existé avant 332, avant Jésus-Christ. Donc, les années 1400, 1300, 1200 avant Jésus-Christ, leur salaire était quoi? Était des petits sachets du sel du natron. Et maintenant, dans ce temps-là, laquelle on est en train de parler, il y a des grandes recherches par les spécialistes. Ils veulent éprouver que le mot salaire, laquelle on touche aujourd'hui lorsqu'on gagne notre vie, il vient du mot sel. Parce que c'était les sachets du sel que les ouvriers, ils les touchaient à l'époque, c'était leurs argent ou entre guillemets leur fortune, qu'ils essaient de les économiser parfois pour modifier leur corps, ou bien sûr ils l'ont utilisé durant leur vie pour échanger, parce que l'échange ou l'argent, comme je dis, c'était du troc. Sel contre blé, contre riz, c'est du troc avant 332. C'est pour cela que la modification était quelque chose d'essentiel, parce que si le corps est décomposé, il n'y aura plus de résurrection, il n'y aura plus l'éternité, il n'y a plus l'au-delà. Et ça, c'était la croyance. Et comme vous connaissez le proverbe qu'on dit en français, la foi soulève les montagnes. Oui. Donc ça, c'était le but de la modification. Alors, sur certains bas-reliefs où on voit les cortèges funéraires, on voit le corps momifié donc qui est transporté, et derrière il y a des pots en poterie. Alors certains prétendaient aussi qu'effectivement le cœur et le foie qui étaient retirés du corps lors de la momification étaient mis dans ces pots-là. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Vous avez parlé de deux choses maintenant. Vous avez dit cortège. Vous avez dit les pots en poterie, n'est-ce pas? C'est ça. Je parle de quel sujet? Cortège d'abord ou les poteries après de la momie? Comme bon vous semble. D'accord. Alors, commençons d'abord par ce cortège. Le cortège, ça c'était aussi essentiel. Et si vous-même, madame, et vous avez visité le plateau des pyramides, chez nous au plateau de Giza, vous allez voir surtout la deuxième pyramide. Ça, c'est la pyramide là où qui garde sa complexe très très bien conservé. Vous allez remarquer qu'il y a deux temples du côté est. Temple qui s'appelle temple funéraire au niveau, juste le même niveau de la deuxième pyramide, ça veut dire côte à côte. Ensuite, chaussée montée, et un autre temple au niveau plus bas. C'est-à-dire le temple qui était en bas, il s'appelle temple de la vallée. Le temple qui était vers le haut, qui est tout à fait près du pyramide, qui s'appelle temple funéraire. Ça, c'est le cortège laquelle vous venez d'aborder maintenant. Votre première part de la question, c'est que le temple de la vallée, qui était en bas, c'était le temple laquelle ils ont pratiqué les rituels quotidiens, les prières, les offrandes. Et lorsque le roi meurt, ils l'ont momifié dans ce temple de la vallée en bas. Ensuite, il est dans un cortège emblématique vers le chaussée monté pour le mettre dans le temple funéraire. Ensuite, le prêtre, le grand prêtre, il faisait les rituels symboliques d'ouvrir la bouche pour que la momie puisse répondre aux questions de l'au-delà. Ça, c'est pour le cortège, bien sûr. Il y avait des cortèges qui a duré encore 30 jours. Ça, c'est au Nouvel Empire. Si vous voulez, vous avez le temps, je peux encore parler, mais maintenant, je veux passer au deuxième près de la question. C'est les poteries ou les petits pots en terre cuite qui étaient autour de la momie, ou plutôt dans les chambres funéraires de tous les tombes depuis l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, pour garder les viscères, le corps. Quand on veut dire maintenant, les anciens Égyptiens, ils croyaient que chacun de nous, l'être humain en tout cas, il a l'être humain qui existe au monde supérieur, laquelle nous vivons, et un autre être qui existe en bas au monde inférieur. Quand la personne meurt, ça veut dire l'âme va se séparer du corps,
elle va aller chercher ce double-là, qui est dans l'au-delà, et le ramener dans la tombe pour le ressusciter. Et là, en ce moment-là, l'âme va mettre tous les organes, comme vous venez de dire, le cœur, les poumons, les viscères, tout ça, dans leur état de fraîcheur, et le corps sera ressuscité, et la personne va commencer son jugement dernier en passant via une fausse porte pour aller à l'au-delà et rester. Donc tous ces jarres-là, c'était pas juste, ils contenaient pas juste le cœur ou les organes, non, ils contenaient parfois des fromages, du poulet, des produits alimentaires aussi secs, très bien séchés, dans le contexte que tous ces produits alimentaires vont être remettre en son état de fraîcheur pour nourrir la momie. Et l'exemple clair de ça, il se trouve dans le nouveau musée de la civilisation qui se trouve à Ain Sira ou près du Kerkop, qui était inauguré en avril 2021, là où aussi ils ont transféré les 22 momies dans un cortège emblématique. Et vous pouvez voir tous les produits alimentaires en détail et sans ambiguïté là-bas dans ce musée-là. Oui. Monsieur Hazem également, si on parle de ce choix de matériel, ce choix de mécanismes et de processus d'embaumement, comment a pu l'ancien Égyptien découvrir cela? Parce que ce sont des produits à présent, on ne peut pas même les déchiffrer ou savoir comment ils ont fait comme processus pour avoir ces produits ou ces matériels pour conserver les corps humains. Très bien. Alors, premièrement, monsieur, maintenant, on sait tous les produits, il est analysé dans les laboratoires chimiques, ils savent tout. La question maintenant, c'est comment les anciens Égyptiens ont pu atteindre ce niveau. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Comment ils ont pu trouver ou atteindre ces produits pour cette conservation parfaite. N'est-ce pas, monsieur? La question, il se répond si on regarde simplement toute l'histoire dès le début. Vous savez, monsieur, et ça, c'est pas quelque chose que je ne fais pas des combles ou je ne raconte pas des choses métaphysiques ou au-delà. La civilisation égyptienne, il date depuis au-delà de 35 000 ans avant Jésus-Christ, même des millions et des millions encore. Alors, simplement, il y avait des essais et des traitements qui ont été échoués plusieurs fois. C'est ça la raison pour laquelle, au début de cette mission, quand j'ai répondu à la question de madame, j'ai dit, depuis l'époque des fondateurs des pyramides, qui datent depuis 2600, ensuite, avant Jésus-Christ, ensuite 2000, ensuite vers les 1000 avant Jésus-Christ, c'est la perfection. Ça veut dire qu'ils ont travaillé 1500 ans avec des essais et des traitements et des corps qui ont été échoués malheureusement. C'est pour cela qu'on n'a pas trouvé, par exemple, le corps du roi Khéops, le fondateur du grand pyramide au Giza. On n'a pas trouvé des momies de l'ancien empire qui date depuis 2600, 2700, même 2000, c'est en très mauvais état. Par contre, on a trouvé des momies intactes, comme je viens de dire, au Nouvel Empire, vers les 1000 avant Jésus-Christ, ou 1200, Ramsès II, Toutankhamon, et d'autres. Même les dernières recherches, comme vous avez mentionné dans votre émission au début, à Saqqara, ils ont trouvé des momies de la période tardive et de la période même grecque et romain. Et attention, mesdames et messieurs, si on dit grec et romain, ce n'est pas les Grecs et les Romains eux-mêmes. C'était l'ordre en Égypte des Grecs et des Romains, et la modification était par des mains pures égyptiennes. Parce que ni les Grecs ni les Romains ont pu momifier ou découvrir ce secret-là même à l'époque. Ça veut dire que ces modifications-là, à l'époque gréco-romaine, c'était aussi par les mains égyptiennes. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, monsieur, je vous donne un exemple très simple. Les années 1970 et 80, on a découvert l'ordinateur. Est-ce qu'on n'a jamais pensé qu'après 20 ans, on va avoir l'ordinateur dans nos mains sous forme des petits téléphones portables et qu'on parle audio-vidéo avec quelqu'un? C'est-à-dire, pendant 20-30 ans, le développement était très très vite. Ça évolue. La modification est exactement comme ça, comme la question que monsieur vient de me le poser. Comment ils ont traité à ça? Il y avait des essais et des travaux et des traitements chimiques qui
ont été échoués, bien sûr. Les années 2600, 3000, quand ils ont fait l'union entre le Nord et le Sud. Et lorsqu'ils ont pu réussir, après 2 périodes intermédiaires, ils sont arrivés à la perfection au Nouvel Empire. Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire, c'est ce secret-là que pour nous, maintenant, il nous éblouit, cette façon de conservation. Il y avait travail 1500 ans lorsque l'Égypte était unie, déjà. Donc, c'est un résultat normal. Monsieur Hazem, on parle de secret de la momification. Est-ce que c'était vraiment quelque chose que les anciens Égyptiens, effectivement, voulaient garder secret, ou bien c'est un secret parce que nous en tant que personnes du XXIe siècle, nous n'avions pas les éléments qu'il fallait pour trouver la manière dont ils momifiaient leur corps. Est-ce que c'était un secret ou pas? Selon mes recherches, non. Ce n'était pas un secret de cacher comment il le faisait. Mais le secret était quoi? Le secret était de cacher les corps. C'est ça la raison pour laquelle les sites touristiques, surtout à la rive ouest, parce que le Nouvel Empire, il y a villages d'artisans, villages de nobles. Là, on a trouvé même récemment, il y a 2 ans, des villes complètes, des ouvriers qui travaillaient dedans, et les traces a prouvé que ces maisons et ces ouvriers, ils vivaient en cachette complètement, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans cet endroit-là, ils étaient complètement isolés, avec leur temple, avec leur laboratoire, avec leur vie complète, pour éviter de voler les momies ou éviter de, comme on dit, tripoter ce secret-là. Mais le secret, bien sûr, il était connu sur le plan politique, parce que c'est un droit pour tout le monde. Oui. Même les gens normaux devraient être momifiés aussi. Mais juste, il ne fallait pas voler ou sortir le corps. Et le mot vol ici, il s'agissait maintenant pour voler l'or et le contenu. Oui. Et ceux qui ont volé, c'est eux-mêmes les ouvriers qui ont travaillé comme les périodes des chaos ou d'intermédiaires, comme ça arrive dans tous les pays actuels. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Oui. Alors, Hazem Badawi, c'est toujours un plaisir de vous avoir et on est heureux que vous reveniez sur notre antenne de Nile TV. C'est vrai que ça faisait un moment que nous nous étions pas parlé au téléphone, pardon. Alors, je rappelle que vous êtes expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Merci à vous. Notre programme touche presque à sa fin. Nous avons encore un sujet à vous montrer. Je vous dis au revoir et je laisse Samer vous faire découvrir ce sujet. Oui, chers téléspectateurs, avant de partir, voici un compte rendu sur une grande personnalité égyptienne et internationale, Boutros Ghali, qui est décédé le 16 février 2016 au Caire. Alors, spécialiste mondialement connu du droit international, Boutros Ghali était ministre des Affaires étrangères de l'Égypte de 1977 à 1991, secrétaire général de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies de 1992 à 1996 et secrétaire général de la francophonie de 1997 jusqu'à 2002. Voici son profil.